Donc bonjour à tous, je vais mettre ma caméra à quelques minutes, surtout pour ceux qui m'ont jamais vu. Comme ça, c'est quand même plus sympa. Voilà, voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette formation de formateur. Donc la première formation de formateur sur un thème que Alissa et Yantema vous aviez choisi, sur la gestion d'un premier salaire. Donc idéalement, c'est une formation que vous pourriez faire avec des étudiants, par exemple, pour éviter qu'ils aient des problèmes avec la gestion de leur premier salaire. Je ne veux pas en dire plus, qu'on va faire un petit brainstorming sur justement quels sont ces problèmes avec un premier salaire. Donc, si je me présente brièvement, donc je suis Sophie, je suis la fondatrice de A plus B égale 3, organisation qui a été créée en 2005, donc pour aider à diffuser une éducation financière qui soit à la fois responsable, éthique. Et donc, originellement, on a été créé à Hong Kong et depuis quelques années, je me suis répatriée en France. Donc, et on fait des formations, on a deux actions, on crée des formations. Également, on fait des formations de formateurs pour les associations, pour les ONG, etc. Donc voilà, si vous voulez bien, on va faire un petit tour j'allais dire un tour de table, mais non, un tour d'Internet. Si vous voulez vous présenter chacun brièvement, comme ça, ce sera plus sympa. Alice Harry, vous voulez commencer? Et puis, Ok, il n'y a pas de souci. Ma caméra est-elle activée? Euh, Moi, je me nomme Ali Saré. Voilà, je suis le président de l'Association pour l'éducation financière du public, APFP. Je suis de Burkina Faso et ça fait bientôt 3 ans que nous apprenons aux côtés de A plus B égale à 3 par l'intermédiaire de Sophie. Voilà. Merci beaucoup pour cette session et en tout cas, on est très excité et motivé pour pouvoir en tout cas apprendre davantage sur comment gérer un premier salaire et aussi on envisage beaucoup d'actions, voilà, qui seront d'ailleurs suivies aussi par A plus B égale à 3 sur tout ce qu'on fait sur le terrain. Merci et bonne session à nous. merci Alice. Yantema, vous voulez prendre la suite? Alors, bonsoir à tous, bonsoir à Sophie. Merci encore une fois de plus pour cette formation. Voilà, moi c'est Namtoui Ntema. Je suis doctorant en économie de développement à l'Université Thomas Sankara. Je suis le chargé de recherche et d'innovation des contenus de l'APF. Voilà, merci bien. Bonne session. Merci Yantema. Traoré, pour le coup, est-ce que vous voulez prendre la suite? Ok. Bonsoir tout le monde. Je suis Traoré Christelle, trésorière de l'Association pour l'éducation financière du public et je suis au Burkina. Donc, merci pour avoir initié cette formation. On est content d'être là et on espère qu'on va apprendre beaucoup avec vous. Merci. Merci Traoré. Sila, vous voulez prendre la suite? Euh, Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est là Mamadou, formateur, comptable de formation, formateur certifié GMBIT. Voilà, je suis ravi d'être à ce Zoom-là. J'espère que les outils qu'on aura vous permettront d'apporter d'autres connaissances à nos différents apprenants. Je suis de la D'accord. Côte d'Ivoire. Merci D'accord, Côte beaucoup. d'Ivoire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et Youssouf, si vous voulez terminer. Ah oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. Youssouf Sangaré, formateur certifié au TGM et comme je l'indique aussi, passionné de l'éducation financière. Voilà, donc, avec Sila, on est aussi dans l'association AVPE, Association des volontaires de la petite enfance, voilà, qui intervient aussi en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines de la santé et ainsi de suite. Donc, je pense qu'on va ajouter aussi
l'éducation financière comme une autre branche, voilà, pour vulgariser ce domaine-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, super. Super. Merci à tous. Je vais on va commencer en fait. Donc la formation, elle s'intitule le comment gérer un premier salaire. Et si vous pouviez tous mettre vos idées sur qu'est-ce que, alors soit vous, enfin vous probablement plus parce que c'est pas votre premier salaire, mais que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit au Burkina, que font les gens généralement avec un premier salaire, typiquement. Donc, si vous pouvez mettre, donc je pense que vous pouvez mettre des petites notes hein, comme celles que je vais rajouter. Donc, par exemple, typiquement, j'ai fait une formation récemment avec les Philippines, je crois. Et ce qui est assez typique, c'est d'acheter un nouveau téléphone. Donc, voilà, nouveau téléphone. Euh, donc, n'hésitez pas de votre côté à mettre toutes les idées possibles de ce que font les gens généralement avec leur premier salaire. Donc, caméra de déplacement, vous avez donc. Et je pense que vous pouvez normalement ajouter directement vous pouvez utiliser le chat, mais vous pouvez, je pense, normalement utiliser directement euh, les petites notes, là, les petits post-it. Donc, achat d'un moyen de déplacement. Si je me souviens bien, moi, la première chose que j'avais acheté avec mon tout premier salaire, c'était de l'électroménager, en fait, un frigo. Ouais, très important, Monsieur Sangaré, effectivement. Donc, donner son salaire au premier. Ouais, donc acheter une moto pour ceux qui sont à la campagne où ça va être un moyen de déplacement, ouais. Aider sa famille. Oui, ici, là, ça va être. Je vais les mettre de la même couleur, parce que quelque part, c'est un peu la même idée. Aider sa famille. Et vous pouvez utiliser le micro aussi si vous préférez parler. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête? Est-ce que, par exemple, pour ceux qui vont prendre un logement, est-ce que il faut payer aussi le dépôt de garantie d'un loyer? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous aussi? Donc, acheter un terrain. Vous pensez qu'ils le feraient avec Monsieur Sangaré? Vous pensez qu'ils achèteraient un terrain avec un premier salaire? Est-ce que ça vient pas Euh, plutôt après? oui, ça peut être après, mais en fait, par exemple, ceux qui vont suivre des conseils, ceux qu'on a encadrés Mhm. dans un premier temps, on les prépare à cela. D'accord. Pour le premier salaire, on prépare l'utilisation. Donc, c'est ceux qui sont beaucoup plus encadrés. Mhm. Ok, ok. Voilà, là, c'est pas pour tout le monde en tout cas. Non. Moi, je me souviens aussi qu'avec mon premier salaire, il a fallu acheter quelques meubles. Parce qu'en fait, comme je suis partie de chez mes parents, ben, j'avais rien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble faire un don dans les lieux de culte? Ok, aussi. Ouais. Hmm, ok.
Dépenses d'équipement, oui, tout à fait. Ouais. Les dépenses d'équipement, donc j'avais marqué électroménager, mais là, je pense que ça va être équipement en général. Ouais. Donc les meubles, ouais. Achat. Équipement, meubles. Ok, faire une petite épargne, tout à fait. Donc, quelque part, ça reprend aussi la notion de acheter un terrain. Si on peut regrouper les deux, parce que c'est plus le terrain, c'est pas pour le terrain, je suppose que c'est plus en termes d'épargne, non? Ok. Ok, bah ça déjà, ça nous donne une bonne idée de tout ce qu'on peut faire avec un premier salaire. Est-ce que vous avez d'autres idées ou vous devriez voir bientôt la dot pour les mariages? Oui, ok, je vais rajouter ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, ok, super, super. Alors, donc, l'idée, c'est de faire, donc ce qu'on vient de faire, en fait, c'est de faire réfléchir, donc ça peut être des étudiants, donc des gens qui n'ont pas encore leur premier salaire, et de les faire réfléchir à tout ce qu'ils pourraient faire avec un premier salaire. Vous pouvez le faire de cette manière-là, vous pouvez le faire en utilisant des cartes avec des images. À quoi vous pensez utiliser ce premier salaire? Donc, c'est vrai que je n'avais pas mis nécessairement de l'épargne dans les images parce que d'expérience, il y en a quand même beaucoup qui ne vont pas l'épargner, ce premier salaire, en fait. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, je ne sais pas si c'est euh, d'actualité pour les personnes chez vous, mais je sais que par exemple, là, j'ai eu une formation récemment au Cambodge. Et les gens me disaient que une des choses que les étudiants font aussi, c'est de rembourser des dettes qu'ils ont prises pendant leurs études. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi chez vous? Donc, une partie du premier salaire, en fait, va passer à rembourser les dettes. Ok, donc Youssouf, vous confirmez. Et au Burkina aussi. Ok, super, merci Christelle. Donc la deuxième activité que vous pouvez faire après avoir fait ce brainstorming avec les étudiants, c'est de mettre des prix sur toutes ces cartes, où vous pouvez utiliser des post-it comme on a fait en mettant les choses, mais c'est en fait, c'est mettre des prix sur toutes ces choses, toutes ces dépenses potentielles, toutes ces utilisations potentielles avec le premier salaire. Et une fois qu'ils ont mis les prix, c'est de voir qu'est-ce qui va tenir dans un salaire. Donc, avoir aussi donc, à faire une discussion sur quelles sont leurs attentes au niveau des salaires. Le but de cette activité,
c'est d'essayer de rationaliser un peu toutes ces attentes. Parce que c'est vrai qu'un premier salaire, ça fait beaucoup rêver. Les jeunes, généralement, l'attendent depuis longtemps et généralement l'ont dépensé dans leur tête au moins 5 ou 6 fois avant de le toucher. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'être plus rationnel et de mettre des chiffres derrière. C'est à la fois derrière le salaire qu'ils peuvent attendre et puis derrière toutes ces choses. Pour justement éviter en réalité, qu'ils aillent le dépenser, donc prennent des dettes dès le premier salaire et qu'ils aillent le dépenser plusieurs fois avant même de l'avoir touché. Donc ça, c'est la première. La deuxième partie, une fois qu'on a fait brainstorming et qu'on a regardé toutes les dépenses possibles, c'est de mettre des prix sur tout ça. Oui, tout à fait, Monsieur Sangaré, effectivement. Et là, vous pouvez très bien avoir une discussion sur les attentes de salaire et voir si justement les étudiants ont une idée assez juste de combien ils pensent gagner, s'ils ont déjà cette idée-là. Et donc, ensuite, donc, qu'est-ce que vous voulez dire exactement comme le premier salaire représente une accumulation de plusieurs mois? Alors, à la différence, ici en Côte d'Ivoire, au niveau du public, des fonctionnaires, Mhm, le premier salaire représente un rappel du salaire, en fait. Donc, l'approche, elle peut être un peu différente. Effectivement, cette approche-là où le premier salaire représente plusieurs mois et en mhm. fait, on s'est endetté pendant 6 mois, 1 an, un peu plus. Et ce premier salaire, effectivement, peut aider à rembourser ces dettes-là. Mais après, on a quand même une certaine manne et on a de l'argent à disposition. Ça va orienter quand même les débats. Au niveau du public, il n'y a pas de rappel. Ton premier salaire équivaut à ton salaire que tu vas avoir, en tout cas, pour les prochains mois. Donc, c'est pas, voilà, cette petite nuance-là au niveau du premier D'accord, salaire. ok. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, au niveau donc des emplois de la fonction publique, les fonctionnaires commencent à travailler, ne sont pas payés pendant plusieurs mois et que c'est seulement au bout Absolument. D'accord. Donc ça c'est carrément problématique au niveau de la gestion du budget. Donc c'est quelque chose faudrait quasiment alors avoir presque deux formations différentes. En fait, c'est comment gérer cette période où vous n'allez rien toucher Absolument. et à l'inverse, d'avoir une formation pour les personnes qui s'orientent vers le privé et qui, dès le premier mois, vont avoir un salaire. Parce que la problématique, là, est vraiment très, très différente au niveau financier. C'est ça. Donc, et ça vous semble, les étudiants ont une bonne idée de s'ils vont travailler dans le public ou dans le privé avant d'avoir leur diplôme, la dernière année? Euh, très, très, très souvent, aujourd'hui, en termes d'approche, que ce soit au Burkina, peut-être en Côte d'Ivoire, la fonction publique emploie moins. D'accord. Voilà, voilà. Donc, c'est beaucoup plus dans le privé ou bien Mhm. des initiatives dans l'informel Mhm. à cause de l'Europe un peu plus. D'accord, ok, ok. Mais sans doute, ouais, il y aurait presque une première formation, enfin une formation spécifique pour ceux qui s'orientent vers le public, quoi. Parce que le problème, en fait, c'est pas le premier salaire. Le problème, c'est comment gérer ces 6 mois sans salaire. Très souvent, peut-être ma petite approche aussi par rapport à cela. Généralement, c'est comme si on vivait à crédit Oui, tout à et fait, après ouais. les 6 mois ou les 1 an, il faut rembourser ce crédit-là. Mhm, Donc, on va pas se baser sur ça. Donc, ça veut dire que dans l'approche, faudrait avoir l'idée de ce qu'on gagnerait, mhm, en tout cas par mois. Qu'est-ce qui va représenter le salaire? Parce que ce qui vient là, le rappel, c'est exceptionnel. Ça, c'est pas le mhm. salaire. Non. Voilà, donc, je pense qu'on va rester dans la même approche où comment gérer le premier salaire. On doit Mhm, se dire que par mois, voilà ce que on aura. Et mhm, c'est avec cela qu'on doit se projeter pour construire notre avenir. Donc, mhm. l'approche reste pareille. C'est peut-être qu'il y a il y a une petite nuance qu'il faut faire au départ pour Je dire pense que, que, ouais. voilà, c'est juste une petite nuance qu'il faut avoir au départ simplement. Ouais, non, et je pense que c'est quelque chose d'important à signaler, voire utiliser la même formation, mais l'avoir
une activité supplémentaire sur justement comment gérer cette absence de revenus pendant 6 mois ou peut-être plus. Et puis, justement, trouver des crédits, mais les crédits les moins chers possibles, enfin, se préparer, parce que c'est quand même une sacrée différence de toucher son premier salaire au bout d'un mois par rapport à le toucher 6 mois après, quoi. Alice Sarré, je pense que vous aviez levé la main, puis après Traoré aussi voulait réagir. Allez-y, Ali. Oui, ce que Youssouf a souligné, effectivement, c'est à peu près la même chose au Burkina Faso, hein. D'accord. Parce que dès que vous rentrez dans la fonction publique, voilà, vous avez, certains même font jusqu'à 2 ans hein, sans salaire. 2 ans, oh Voilà. là là. Voilà. Après, ils ont un rappel de Mhm, tous ces mois passés, là, de 2 ans mhm, de salaire. Donc, ça devient vraiment une manne, voilà, mhm, dont la gestion peut causer vraiment beaucoup de problèmes. mhm. Mais ce qui est là au Burkina Faso, c'est que dès que tu as ton nom même est sorti sur la fiche, que tu es admis à un concours de la fonction publique, les banques même te proposent déjà des prêts. Mhm. Voilà, ils te proposent des prêts. Donc, la plupart des élèves même qui sont à l'école, pour des élèves fonctionnaires, je veux dire, qui sont à l'école de formation, la plupart, à 90%, ils sont déjà endettés au niveau des banques. Mhm. Voilà, donc ça fait qu'il y a beaucoup de personnes, surtout au niveau des enseignants, on n'a pas eu à collecter des données, mais ça joue énormément sur la chute de Ouais, leur, tout à fait. de leur carrière. Mhm, Voilà. Donc, mhm, le premier salaire arrive aussi. Ils n'ont aucune base en termes de gestion de l'argent. Ils se retrouvent avec des millions sous la main. Et en tout cas, c'est des décisions vraiment qu'ils prennent qui leur font beaucoup de tort par la suite. mhm, Voilà, je mhm. reviens sur la question, est-ce que quand on est les étudiants, par exemple, au Burkina ici, est-ce ils ont une bonne vision du monde du travail, qu'il y a la possibilité dans le privé ou bien dans le public? Il faut dire que dans nos pays, les gens sont plus orientés au niveau du public. Mhm, Voilà, parce que quand on regarde les chiffres, quand on lance le concours de la fonction publique, c'est des millions de personnes qui déposent. mhm, Quand on prend au Burkina Faso, on avait plus de 2 millions de candidatures l'année passée. mhm. Voilà, donc ça montre à quel point que les gens, ils n'ont que la vision au niveau de la fonction publique. Puisqu'au niveau du privé, on te demande déjà d'avoir une première expérience de 2 ans, 3 ans souvent, que nos écoles ne fournissent pas. Mhm. Donc, c'est assez intéressant la question que Youssouf a soulevée, qu'on puisse en tout cas, dès le départ, pour animer la formation, qu'on puisse en tout cas donner ces petites idées-là aux étudiants, Ouais. voilà, pour pouvoir s'accorder sur un certain nombre de principes basiques sur lesquels on peut continuer facilement les discussions. Tout à fait. Donc, ça veut dire, enfin là, on va le voir, moi, j'étais partie d'un salaire qu'on touche dès le premier mois, mais clairement, il faudrait qu'il y ait une partie de la formation. Donc, là, que vous ne verrez pas ce soir, parce que je n'avais pas conscience de ce problème, mais je vais réfléchir à comment intégrer cette problématique, parce que si on ne touche pas un salaire pendant 2 ans, effectivement, c'est comment gérer une dette, est-ce que la dette, est-ce que la banque, le prêt bancaire, c'est un prêt qui fait un peu office de salaire et qui va être versé un peu tous les mois, ou c'est un gros montant qui est pris pour pouvoir durer pendant 2 ans? Comment ça marche? Oui, il faut dire que quand nous, on était à l'université, au fait, notre université, c'était en même temps une école où on formait les personnes qui venaient d'être admises à un certain nombre de concours de la fonction publique. Mhm. Donc, on a pu faire beaucoup d'observations, voilà, sur le comportement voilà, des élèves fonctionnaires. D'accord. Donc, vous pouvez voir quelqu'un le matin, il part au niveau de la formation. Voilà, le matin, il part à pied et le soir, il retourne avec une moto. Parce que les Mhm. banques même viennent sur le site avec des motos qu'ils proposent, avec des possibilités de dettes qu'ils peuvent prendre. Voilà. Et on leur disait quoi? Si vous ne prenez pas, c'est la fonction publique, c'est un contrat à durée indéterminée. Mhm. Si vous ne prenez pas de suite et commencez à vivre, imagine qu'un malheur vous arrive dans 1 année, 6 mois, vous aurez tout perdu. Donc, ça incitait vraiment les élèves fonctionnaires à s'engager sur un certain nombre de choses qu'ils ne comprenaient pas. Je Donc, pense les que ce dettes, serait, ouais. voilà, on te verse 2 millions ou 3 millions comme un emprunt sur 5 ans, par exemple. Voilà. Et bon, tu commences à dépenser. Et quand on va les redéployer sur le terrain pour la phase pratique,
les stages de 1 année, 2 ans, ils se retrouvent qu'ils n'ont plus rien. Ils ont déjà tout dépensé quand ils étaient à l'école de formation. Donc, ils courent encore dans une autre banque pour monter un autre prêt. D'accord, d'accord. Il Et y là, a tout ce ouais. complexe voilà, qui est autour de tout ça. Par rapport au privé, quand tu arrives au privé, par exemple, tu as un contrat à durée déterminée. Souvent, bon, quand tu es un débutant, c'est 1 année, 2 ans. Donc, ton comportement est carrément différent parce que tu vois l'horizon temporel où c'est pas sûr qu'on va renouveler ton contrat. Tu peux te retrouver sans rien. Donc, tu commences déjà à adopter un certain nombre de comportements. Tout à fait, Donc, quand on regarde ceux qui sont dans le privé, ils n'ont pas la même façon de se comporter par rapport à ceux qui sont dans le public. Parce qu'au public, on se dit, une fois qu'on gagne le concours, c'est à vie. À moins qu'il y ait vraiment quelques dérapages d'ordre disciplinaire et on peut te mettre à la porte, mais je n'ai jamais entendu parler de ça, par exemple. Ouais, effectivement, ça induit des comportements complètement différents. Traoré avait demandé à prendre la parole. Allez-y, Christelle. D'accord, merci. Je crois que M. Youssouf, dans sa dernière partie, a pris en compte ce que je disais. J'ai voulu dire, en fait, et surtout, c'est la politique qui est mise en place par les banques vis-à-vis des écoles de formation, comme Saré a énuméré tout à l'heure. Donc, c'était surtout ça. D'accord. Donc, merci. Merci à vous. Monsieur Sangaré, je crois que vous avez relevé la main, donc allez-y. Oui, mais non, je pense que c'est comme vous l'avez dit, hein, au niveau de cette thématique-là, il faut distinguer effectivement ceux qui vivent à crédit et puis après ils ont leur premier salaire, qui est différent de ceux qui entament au niveau du privé. Effectivement, il y a la gestion du revenu que les institutions financières donnent à ces derniers-là. Donc, je pense qu'il faudrait mener aussi une démarche quant à la gestion, quant à la connaissance de ces produits, dans l'utilisation de ces produits. Ça permettrait d'anticiper sur des mésaventures, voilà, des fonctionnaires. Donc, effectivement, ça peut être une thématique qui peut être briefée autrement que les salariés du privé. Ouais, non, plus je vous entends, plus j'ai des détails, plus je pense qu'il faut deux formations différentes. Allez-y, Alissa. Ok, à la suite de ce que Youssouf a dit, il faut dire que, bon, moi, je vois cette formation-là, je ne vois pas trop plus orientée vers les étudiants. Ça, c'est plus urgent même pour les gens qui sont dans les écoles de formation. Plus urgent, quoi, pour les gens qui sont dans les écoles de formation et également pour des gens qui sont dans des grandes écoles où, quand ils finissent, ils ont les opportunités de travailler facilement dans le privé. Mais maintenant, on peut en tout cas faire des formations vers les étudiants en prenant en compte les discussions préliminaires avant d'entamer la formation sur la gestion d'un premier salaire. Là, vous entendre, en fait, je pense qu'il faudrait deux formations, parce qu'il y a deux problématiques assez différentes. Il y a la problématique du premier salaire, donc pour les personnes qui vont travailler dans le privé, l'idée c'est d'éviter justement qu'ils prennent un crédit tout de suite, et donc au lieu de dépenser pour ces différents équipements, etc., qui commencent à déjà couvrir leurs dépenses de vie et puis commencer à épargner peu à peu pour s'équiper. C'est un peu le message général de la première formation, celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, donc là, moi, je vais travailler sur l'autre problématique d'étudiants qui sont en école de formation et qui vivent déjà à crédit, en fait, avec le premier danger, c'est que cette grosse manne, comme vous le disiez, Youssouf, tout d'un coup, c'est des millions, donc ça paraît très facile à dépenser et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc, on va reprendre un deuxième prêt, on va reprendre un troisième prêt, comme l'expliquait Alice Arrey, avant de enfin toucher son premier salaire. Donc, et premier salaire qui visiblement aussi est un rattrapage, donc il va être aussi un gros montant. Donc, c'est des problématiques qui me semblent vraiment très, très différentes au niveau même du mental sur comment gérer ces gros montants. Certains sont des prêts, d'autres sont des salaires. Ça va être complètement différent.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'aime bien la problématique du premier salaire parce que c'est un peu excitant pour tout le monde. Ah, ça y est, je vais toucher mon premier salaire. Et donc, c'est important aussi que vous ayez des titres de formation qui soient attrayants pour vos participants. Donc, on va revenir sur la partie de la formation que j'avais préparée qui était plus pour un salaire du privé, en fait. Donc, après avoir fait le brainstorming sur les différentes dépenses qu'ils peuvent faire ou qu'ils espèrent faire avec un premier salaire, leur faire mettre des prix sur tout ça, combien ça coûte et combien ils pensent gagner et combien donc vont tenir dans leur premier salaire et leur demander ensuite s'il y a d'autres dépenses. Et effectivement, c'est un étudiant n'a peut-être pas nécessairement alors, il y a des étudiants qui vivent encore chez leurs parents, je suppose chez vous, ils n'ont pas nécessairement l'idée de toutes les dépenses qu'ils vont avoir à couvrir, en particulier le loyer, la nourriture, les factures, le transport, etc. Ils peuvent avoir une idée, mais pas nécessairement très juste. Donc voilà, l'idée après, c'est de leur montrer ce qu'on appelle la limite de dépenses. Et donc tout ça, je vais le retravailler pour les étudiants qui sont dans la problématique du public. Là, je regarde tout de suite la problématique du privé. Donc, il y a une chose, et je pense que j'avais dû le faire avec vous, Yann Tema et Alice Sarré, quand j'avais fait la formation budget. Et je vous avais demandé, donc je vais vous le Oui, redemander, mais absolument. ouais, à tous, quelle est la différence entre la nourriture et le loyer? Et vous pouvez prendre le micro, hein, on n'est pas très nombreux, donc allez-y. Ok, donc la nourriture, c'est une dépense simple, mais le loyer, c'est une dépense d'engagement. Tout à fait. Et quelle est pour vous la différence entre, parce que les deux sont importants, effectivement, mais pourquoi un La engagement? différence, le loyer, chaque mois, c'est obligatoire de reverser. On ne peut pas dérober à la règle. Mhm. Mais la nourriture, on peut décider de ne pas manger à midi. On peut décider de faire des économies. Mais sur le loyer, une fois qu'on a dit chaque mois, on doit verser 30 000, c'est obligatoire. Il n'y a pas de... Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'insiste énormément dans la formation sur tout ce qui est budget et gestion des dépenses. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes de formation d'éducation financière qui parlent des besoins, des envies, des dépenses nécessaires et non nécessaires. Et pour moi, la distinction est assez arbitraire. Parce qu'un téléphone, par exemple, pendant très longtemps, un téléphone portable, c'était plutôt pas nécessaire. Maintenant, ça devient très nécessaire. Donc, il y a une part de subjectivité. D'un autre côté, si vous avez vraiment rien à manger, vous allez privilégier la nourriture et pas le téléphone. Donc, il y a vraiment des zones de gris. C'est assez arbitraire, cette notion de dépenses. Des besoins et des envies. Et puis si par exemple vous avez payé, je ne sais pas, une Xème paire de chaussures ou des robes non nécessaires et que vous les avez payées avec un crédit, bah, ce crédit, il est dû de toute façon. Donc la grosse différence pour moi, c'est avec la relation avec les gens derrière. Vous avez un contrat avec votre propriétaire et donc vous vous êtes engagé à payer tous les mois et c'est généralement un montant fixe et pour peu que dans votre contrat il y ait par exemple une augmentation annuelle du loyer, bah, vous êtes obligé de le faire parce que vous avez signé, vous êtes engagé. Alors qu'avec votre épicier, vous n'avez pas de contrat. Donc, si vous décidez de diminuer le montant de nourriture ou vous décidez même d'aller dans un autre supermarché, il y a aucun souci, il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est vraiment la grosse distinction au niveau des dépenses, celles qui sont des engagements et celles qui ne sont pas des engagements. Une fois que vous contractez, donc vous avez un engagement avec quelqu'un, quelque part, c'est comme si cette personne, ce tiers, avait le pouvoir sur la partie de votre revenu qui correspond à l'engagement. Donc, vous perdez la main sur les dépenses que vous avez engagées, en fait, parce que vous les avez promis à d'autres et c'est une promesse qui est légale, qui est formalisée par un contrat, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous ne payez pas un engagement?
Qu'est-ce qui se passe si vous ne payez pas votre loyer, par exemple? Je peux, c'est là. Oui, allez-y. Ok. À mon avis, je pense que si un engagement n'est pas payé, la dépense existe toujours. Tout à fait. Quand on parle du cas du loyer, le Mhm. loyer qui est un engagement, comme l'a dit tout à l'heure Mhm. Saré, si le loyer n'est pas payé, je prends par exemple si le mois d'octobre, le loyer n'est pas payé, la dépense, elle existe toujours. Donc, Absolument. on va toujours avec une dette Mm. pour le mois de novembre. Tout à fait, Donc, tout voici à les fait. donc la dette est toujours, elle existe toujours en fait. Absolument, absolument. C'est la grosse différence. Donc, en fait, un engagement non payé devient une dette. Et même si, par exemple, vous êtes dans une situation où vous perdez votre revenu et que il n'y a pas vous aviez le mois d'octobre que vous n'avez pas pu payer, et puis bah, vous décidez de revenir chez vos parents ou d'aller dans la famille parce que vous n'arrivez plus à payer le loyer. Donc, le contrat s'arrête, mais pourtant, le loyer d'octobre, il est toujours dû et ça devient une dette. Donc, c'est très important de faire cette distinction-là. Si, par exemple, vous décidez de dépenser moins en nourriture, c'est pas le moins dépensé n'est pas du tout une dette par rapport à votre épicier. Donc, c'est vraiment la très grosse différence entre un engagement et les dépenses qui sont non engagées. Donc, et je sais qu'en France, a priori, donc moi, je vais toujours parler d'engagement parce que ça me semble être un terme très, très clair. En France, ils utilisent le terme dépenses contraintes. Donc, je ne sais pas quel est le terme qui est utilisé chez vous, mais l'idée est la même en fait. Quels autres exemples vous pourriez donner d'engagement? Donc, on n'a pas eu du loyer. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme engagement? Moi, à mon niveau, je pense qu'au Burkina Faso, quand on est en ville, on est souvent abonné à l'électricité, à l'eau. Tout à fait, Je pense que c'est des engagements. absolument. Il y a aussi les assurances. Oui, tout à fait. Il y a l'impôt foncier, Mhm, que souvent qu'on ne capitalise pas, mais c'est un engagement aussi. absolument. Voilà, ce sont à peu près les dépenses. Et il y en a une autre aussi, très importante, c'est les dettes. Donc, si vous avez des emprunts, là aussi, ce sont la scolarité, oui, tout à fait. Quand vous êtes engagé auprès d'une école, il faut que vous payiez. Et les dettes. Donc, les dettes sont des engagements. Donc, si jamais vous ne payez pas une dette, elle évapore pas malheureusement, elle reste. Donc toutes ces dépenses-là, malheureusement, vont prendre vraiment la priorité. La priorité, c'est de payer les engagements. D'accord. Je ne sais pas si à ce stade-là, on peut parler de l'épargne comme engagement. Non, parce que vous n'êtes pas. C'est pas un engagement que vous avez pris avec un tiers. D'accord. Donc ça, c'est parce que si jamais vous avez. On voit si c'est un engagement en faisant le test de si jamais tout d'un coup vous perdez votre revenu, qu'est-ce que vous faites? Le loyer, vous êtes obligé de le payer. Donc, à moins de déménager, et même, donc c'est le cas que je citais, si vous avez déménagé, que vous êtes parti de vos logements, mais que vous avez quand même un mois que vous n'avez pas payé de loyer, vous êtes toujours obligé de le payer, il est toujours dû. La nourriture, c'est pas un engagement parce que vous allez pouvoir moduler votre consommation. Bon, certes, c'est pas au bout d'un moment, il faut bien manger, c'est sûr, mais c'est quand même pas un engagement parce que c'est vous qui choisissez combien vous pouvez dépenser. Et puis Maintenant, au niveau de l'épargne, l'épargne, c'est. Pardon? et au niveau de l'épargne, ce que Youssouf soulevait, je ne sais pas si c'est exactement la même chose que je pense. Parce que souvent, les travailleurs disent aux banques de virer une partie de leur salaire, Mhm, souvent 20 000 ou bien 10 000 chaque mois. mhm. Voilà, de couper quoi, à la source et de mettre sur leur compte d'épargne. Mais ils peuvent l'arrêter. Ils peuvent dire à la Oui, banque d'arrêter ça. oui, Ça ne veut pas être quelque chose de dû. La banque ne va pas dire. En plus, c'est de eux-mêmes à eux-mêmes. oui, il peut dire à la banque, mais bon, c'est ce qu'on a remarqué, c'est triste. Hein. J'ai échangé avec plusieurs personnes. C'est que souvent, quand la banque vit sur leur compte d'épargne, Mhm, eux-mêmes, ils tournent pour aller retirer sur le compte d'épargne. mhm, Donc, ça n'a pas de sens souvent, quoi. mhm, mhm. Parce qu'ils Mais ont la main libre.
Mm. Donc, je comprends, c'est-à-dire que c'est l'épargne, peut-être c'est un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, Tout à fait. effectivement, ça peut ne pas être exigible. Tout à fait, tout à fait. C'est pas, ça va pas devenir je dirais le test, c'est est-ce que si je le paye pas, ça devient une dette. Et si un mois que vous avez des difficultés, si vous pouvez pas virer et épargner, et virer de l'argent sur votre compte d'épargne, ça devient pas une dette. À l'inverse de l'électricité non payée, du loyer non payé, ça devient des dettes. Il faut que vous les payer à un tiers. Donc l'épargne n'est pas une dette. Alors, donc ça, c'est important de comprendre cette distinction. Donc, je vous avais montré le budget, je crois, dans la première formation, il y a 3 ans, Alissa et Yantema. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est un peu différent, mais je pense que vous avez dû le voir de toute façon dans les formations en ligne, c'est la limite de dépenses. Et pourquoi je le montre pour les étudiants? Parce que c'est un outil qui est simple à utiliser, qui correspond à un budget. Hein. C'est comment répartir son revenu entre les différentes dépenses, mais ça permet vraiment de fixer les idées de façon très simple. Donc, l'idée, c'est que au lieu de l'expliquer au tableau ou autre, vous savez que j'aime pas ces méthodes-là, je préfère que les participants fassent. Donc, l'idée, c'est de donner un salaire avec, alors bon, les chiffres, je les ai pris au hasard, j'ai pris 300 000 francs, donc un salaire de moyen. Et vous le donnez en billets, donc en billets de jeu. Et ensuite, vous dites très bien, mais vous donnez les cartes qui correspondent aux engagements. Donc là, j'ai pris 2 engagements tout simples, le loyer et puis les factures. S'il y a des assurances et qu'elles sont payées de façon annuelle, ou même les impôts fonciers, c'est important de les mettre. Et pour le coup, de demander donc, aux participants comment ils le géraient. Et en fait, la réponse, c'est de le diviser par 12. Donc, à chaque fois qu'il y a un salaire mensuel, de pouvoir diviser par, de mettre de côté 1/12 pour ces engagements annuels. Donc là, avec cet exemple très simple, si je gagne mon salaire donc mensuel est de 300 000 francs, mon loyer est de 100 000, mon électricité de 50 000, combien d'argent il faut que je mette de côté pour mes engagements et combien il me reste? Oui, Alissa, allez-y. Ok, bon, moi je pense que bon, nous on avait déjà vu un peu, Mhm, et on a pu pratiquer ça même avec quelques personnes sur le terrain. Voilà, quand on a le temps, on pratique un peu. C'est de déduire des 300 000 là, mhm, la somme de mes dépenses d'engagement du mois, tout à fait. qui est égale à 100 000 plus 50 000. Mhm, Donc, il va me rester 150 000. mhm. Donc, je prends les 150 000, Mhm, je divise par le nombre de jours du mois. mhm, Et la somme que je trouve, c'est ce qui me permet de vivre chaque jour. Ça veut absolument. dire si je dépense au-delà de ça, il faut que j'enlève quelque chose dans l'argent des jours qui suivent. Il faut que Mhm, je dépense moins les jours qui suivent. Ou bien il faut que je m'endette, ou bien il faut que je puise dans les dépenses d'engagement. Et ce qui va faire que je ne pourrai pas honorer les engagements. absolument. Vous avez très bien expliqué. Donc c'est bon, ça devait être clair dans les formations. Donc c'est un des gros problèmes, je dirais presque psychologiques, c'est que quand les jeunes commencent à avoir un salaire, c'est généralement le seul chiffre qu'on retient en fait. C'est le chiffre de son salaire. Euh, mais c'est l'argent qu'on gagne, mais ce n'est pas l'argent qu'on peut dépenser. Donc, s'ils gagnent 300 000, sur leur contrat de travail, c'est marqué 300 000, ils vont avoir l'impression qu'en fait, ils peuvent dépenser ces 300 000, mais ce n'est pas vrai. Ils ont pris par ailleurs un certain nombre d'engagements avec leurs propriétaires pour payer le loyer, avec la compagnie d'eau, la compagnie d'électricité, avec l'État pour le foncier. Alors là, vous pouvez rajouter les autres dépenses. Pour peu qu'ils aient des enfants, comme Traoré disait, il faudrait aussi déduire les frais de scolarité. Donc, il y a des engagements qui ont été pris.
Donc, ces engagements, l'argent est dépensé, il n'est plus pour nous, en fait, puisqu'on l'a promis à d'autres. Donc, il faut le déduire, comme Alice Sarré a expliqué, il faut le déduire de l'argent qu'on gagne. Et donc, là, dans l'exemple qui est sous vos yeux, il resterait donc 150 000. Et c'est ces 150 000 que l'on peut dépenser. En plus, il y a une problématique de temps. Les 150 000, c'est pour le mois. Alors, pour peu, alors, tout dépend après comment les gens font dépenses. Si, par exemple, ils font des courses qu'une fois par semaine, ce qui est un peu le cas ici en France, généralement, on calcule plutôt une limite de dépenses hebdomadaire. S'ils vont au supermarché qu'une fois par semaine, donc on va diviser les 150 000, mettons, par 5 semaines. Il y a 4 semaines et quelques dans un mois, mettons 5 en arrondissant vers le haut. Donc, ça veut dire qu'en fait, par semaine, le montant total qu'ils peuvent dépenser, c'est 30 000. Ou à l'inverse, donc si on fait 150 000 divisé par 30, ça doit faire dans les 5 000 ou 50 000 si je ne me trompe pas, 5 000. Donc, l'idée, c'est de regarder combien on peut dépenser, pas combien on a gagné, parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. La différence, c'est les engagements. Donc, après, est-ce que vous êtes clair sur cette limite de dépenses? Oui, oui. En fait, c'est ça, c'est le reste à vivre. Le reste à Après vivre, les tout à dépenses fait. fixes, Le reste à voilà. vivre. Donc, Et donc, le reste à vivre voilà. qu'on va mettre soit à la semaine ou soit à la journée pour ceux qui ont tendance qui ont l'habitude de dépenser un peu la nourriture tous les jours, par exemple, le transport. Et l'idée aussi, c'est en fait de ne garder en tête que le reste à vivre. On oublie le salaire qu'on gagne, en fait. C'est pas un chiffre si on le garde en tête, ça nous donne une mauvaise impression. Ça nous donne une limite qu'on peut dépenser, ce qui n'est pas vrai. Donc, l'idée, c'est de ne garder que le reste à vivre, ou ça, j'appelle limite de dépense. Limite, c'est un terme qui est assez clair. C'est combien on peut dépenser. Et donc cette limite, ce reste à vivre, il va être pour la nourriture, pour le transport, pour toutes les autres choses. Et est-ce que je l'explique là? Donc, ces autres dépenses, en fait, elles vont, ce reste à vivre va être utilisé pour les autres dépenses. Donc là encore, vous pouvez faire en fait le jeu du budget qu'on fait avec des images de différentes dépenses et avec les billets. Donc au lieu de le faire avec tout le revenu, vous le faites qu'avec le reste à vivre, avec donc le revenu moins les dépenses contraintes. Et c'est là où vous pouvez justement introduire la notion d'épargne. Oui, Youssouf, allez-y. Oui, oui. Alors, donc, sur cette étape-là, effectivement, dans cette problématique de gestion, il y a la méthode des enveloppes. Par rapport aux rubriques. Effectivement, on peut voilà, mettre sur chaque enveloppe le total qui me reste à vivre. Et voilà, peut-être avoir en tête aussi ce que je dois utiliser par jour dans chaque enveloppe, soit à pouvoir gérer au mieux voilà, les jours qui suivent. Tout à fait. Alors, les enveloppes, en fait, il y a plusieurs manières de les utiliser. Soit effectivement, donc, ce qui correspond un peu aux cartes, au jeu avec les différents dessins. Donc, ça va être suivant les différents types de dépenses. Ou ça peut être par jour. Donc, si vous avez, par exemple, donc, les 150 000 qui restent, vous divisez par une enveloppe pour la première semaine, une enveloppe pour la deuxième semaine et vous mettez l'argent dedans. Ça, c'est une possibilité. L'autre chose quand même, donc c'est vrai que nombreuses fois, les gens m'ont dit les enveloppes, c'est efficace. La seule chose, c'est que ça oblige, ça marche avec de l'argent liquide en fait. Donc, ce qui peut être bien aussi, c'est de faire son calcul et de laisser l'argent à la banque et de ne retirer, par exemple, en argent liquide que l'argent de la première semaine. Et donc, de n'utiliser l'enveloppe
que pour l'argent de la première semaine. Et donc là, par exemple, les 50 000 dans les 30 000 de la première semaine, dans l'exemple qu'on a pris, avoir une enveloppe nourriture, une enveloppe transport, et puis de les scinder comme ça. Oui, oui, Youssouf. Oui, oui, non, non, c'est juste, hein. Ici, la problématique, c'est qu'en Afrique, on utilise encore beaucoup le cash. Ouais. C'est vrai qu'on est en train de tendre aussi vers le mobile money qui se développe Mhm. beaucoup. Mhm. Donc, effectivement, on peut garder dans l'enveloppe ce qu'on doit utiliser par semaine et puis Mhm. loger l'autre partie, par exemple, sur mon compte mobile money, Tout soit à à ce fait. que voilà, je n'ai pas, ce ne soit pas un risque pour nous en termes de perte ou de vol. Absolument. Effectivement. Et c'est une chose que vous pouvez encourager justement en formation. Parce que le problème d'avoir tout son mois, par exemple, en argent liquide, le premier risque, en fait, c'est pas le vol. Le premier risque, ça va être, c'est trop tentant de le dépenser, quoi. Donc, on a la poche, portefeuille plein, et on sent plus la limite. On sent que la limite, c'est tout ce qu'on a dans la portefeuille, donc on va le dépenser. Et puis après, ça peut être finalement le vol, de le perdre. Moi, j'avais entendu parler de personnes qui avaient égaré, ils ne savaient plus où ce que c'était. C'était pas nécessairement volé, mais en tout cas, ils l'avaient égaré et ils ne trouvaient plus où c'était l'argent. Pour peu qu'en plus on fasse pas ses comptes et qu'on regarde pas combien d'argent on a dépensé, combien il reste dans son portefeuille, qu'on réconcilie pas un peu les deux, ben on est très vite un peu perdu sur qu'est-ce qu'on a vraiment dépensé. Donc, c'est en formation, vous pouvez vraiment encourager à, surtout le jour où vous gagnez votre salaire, de le garder, de le faire virer, de mettre l'argent sur le compte en banque ou sur l'argent mobile, et puis de ne garder que ce qu'on compte dépenser pour la semaine qui vient, par exemple. Là, vous pouvez introduire l'épargne, en fait. Donc là, je vous ai mis, par exemple, l'épargne d'urgence avec la petite image en bas, ou alors j'ai mis un sapin de Noël, mais ça peut être n'importe quelle fête, Aid ou autre, pour toutes les dépenses annuelles, par exemple, de fêtes comme, je ne sais pas comment, au Sénégal, je sais qu'il appelle Tabaski, mais il peut y avoir d'autres dépenses pour Aid, ou pour ceux qui veulent épargner vraiment à très long terme pour le Hajj, par exemple. Enfin, donc, toutes les épargnes possibles qui peuvent être faites. L'épargne de précaution, c'est pas seulement les urgences, mais se constituer toujours une épargne pour si jamais on perd son revenu. Donc, alors c'est peut-être moins nécessaire pour les gens qui travaillent dans le public si c'est effectivement un emploi à vie. En revanche, pour ceux qui travaillent dans le privé, c'est quelque chose qui peut être important à constituer si un jour on perd son emploi. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment un budget avec les différentes cartes. Et c'est là où justement, vous faites le budget, je le fais généralement en deux temps. Vous mettez les dépenses qu'on n'oublie pas. Donc, ça va être les crédits téléphone, le transport, la nourriture, l'hygiène ou autre. Donc, ça, c'est des dépenses généralement qu'on n'oublie pas. Et puis après, vous remettez donc justement toutes les dépenses qui avaient été listées, identifiées au tout début de la formation sur ce qu'ils pensaient faire avec leur premier salaire. C'est là où vous pouvez justement les rajouter. On dit, ah ouais, mais vous avez dit que vous vouliez dépenser ça avec votre premier salaire, je sais pas, un nouveau téléphone, un équipement, etc. Donc, comment faire pour que ça tienne? Oui, Youssouf. Je pense que cette notion d'épargne-là, elle est très, très importante. Mhm. L'épargne, en face, il faut mettre effectivement l'objectif qu'on veut atteindre. Mm. Lorsqu'ici, par exemple, on veut construire une maison au niveau des promotions immobilières, on vous demande l'apport initial. Oui. L'apport Mhm. initial tourne autour de 10 à 20% du coût D'accord. global de la maison Mhm. et les maisons coûtent assez cher. Mhm. Donc, ça permet à l'apprenant de savoir un peu quelle est un peu la pesanteur, voilà, de l'épargne qu'il doit faire. On Mhm. a des exigences aujourd'hui sur le plan social. Vous avez parlé de la Tabaski, du Ramadan, par Mhm. exemple, Mhm. des fêtes de Noël, des Mhm. fêtes religieuses. Mhm. C'est un pan assez important dans la sociabilité aujourd'hui, voilà, de celui qui est là. Donc Tout à là, fait. faut anticiper. Mm. Généralement, les dépenses cycliques obéissent aux épargnes cycliques. Mhm. Donc là, à ce niveau-là, même si on n'arrive pas à avoir tout,
mais avoir au moins un point. Donc, par rapport au reste à vivre, effectivement, il faut être ambitieux pour se dire qu'il faut garder un peu de son argent. Donc, par rapport à nos priorités, voilà, on verra effectivement qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'outil, dans la rubrique d'épargne. Tout à fait. Alors, ce matin, je faisais un petit exercice, par exemple, sur quelles sont les dépenses qui sont importantes pour moi aujourd'hui. À Tabaski, c'est un mouton qu'il faut acheter. Et si j'anticipe 10 000 francs par mois sur 12 mois, ça me fait 120 000 francs. Avec Ouais. 120 000 francs, voilà, je peux largement me permettre d'avoir un mouton pour le moment. Voilà, donc on peut faire cet exercice-là pour voir quelle est ma capacité d'épargne. Et en fonction de ma capacité d'épargne, j'évalue quelles sont mes priorités en termes d'exigence, voilà, par rapport au social, par rapport à mes objectifs. Et puis, ça me donne une idée de ce que je peux mettre de côté. Et ça, c'est vraiment important. Ça nous donne le fil ou bien la vigueur de ce que je dois faire comme épargne. Et ça ne devient pas une contrainte, mais ça devient plutôt quelque chose de juste et voilà, qui m'encourage à le faire. Absolument. Juste, Très bon exemple. C'est typiquement le genre d'exemple que vous pouvez donner. Parfois, moi, dans les formations, on me dit, mais combien de pourcentage de mon revenu je devrais épargner? Et à chaque fois, je dis, non, vous épargnez pas un pourcentage de revenu. Vous épargnez pour des objectifs précis. Parce que justement, c'est motivant. Si vous épargnez pour un pourcentage, ça veut pas dire grand-chose. Et si vous avez une occasion de dépense, mais en fait, très vite, vous allez être motivé pour dépenser. Alors que si vous avez un objectif précis, donc la Tabaski, par exemple, une fête, vous savez que si vous n'arrivez pas à épargner ce mois-là pour cette dépense, ben, ça veut dire que vous n'arriverez pas à obtenir les 120 000, par exemple, dont vous parliez, pour la fête. Donc, c'est vraiment très concret. Donc, c'est très important d'avoir des objectifs concrets comme ça. Là, juste l'exercice. ajouter, Oui. juste ajouter par rapport à l'épargne. Il y a Silla qui avait indiqué par rapport à l'épargne. Généralement, l'épargne, mais ça arrive plutôt. L'épargne programmée au niveau des banques, on appelle ça les épargnes programmées, où chaque mois, vous indiquez à la banque, prenez tel argent, mettez ça dans un compte bloqué. Ça, c'est la meilleure forme d'épargne parce que vous n'avez pas accès à cet argent, Tout de à fait. façon, en tout cas, au premier abord. Et ça, voilà, en termes d'épargne programmée, c'est une forme d'épargne qui est vraiment à suggérer. Il y a aussi l'épargne au niveau des tontines. Voilà, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, voilà, on fait des tontines. C'est une forme d'épargne qui est vraiment intéressante. C'est souvent des épargnes projets. Voilà, il y a des jeunes filles, par exemple, qui veulent se marier pour constituer, par exemple, c'est le montant de ses ustensiles, par exemple. Elle peut se mettre dans une tontine. C'est un projet sur un an ou bien sur une telle période. Elle se met dans cette tontine-là pour que cet argent-là puisse être sécurisé. Et puis après, voilà, utiliser cet argent comme les hommes aussi pour la dot et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a des formes, voilà, pour sécuriser cette épargne-là. Et quand c'est contraint, ça nous permet d'épargner mieux. Absolument. C'est en fait, on y réfléchit, cette épargne programmée, en fait, on y réfléchit une fois quand on détermine le montant de ce qu'on peut se permettre en termes d'épargne, quand on fait son budget, l'exercice qui est devant vos yeux. Et après, en fait, on n'y réfléchit plus. Donc, alors que si on est obligé à chaque fois de réfléchir à combien on veut épargner, on ne va pas le faire. Donc, c'est important d'avoir ce mécanisme d'automatisme. J'ai une question pour le coup pour les tontines, parce que c'est une question intéressante. L'expérience, ça existe un peu partout. Moi, l'expérience que j'ai pu glaner quand je discute du sujet avec, j'en avais discuté par exemple quand j'étais allée au Sénégal, c'est que les tontines n'étaient pas nécessairement sécurisées justement et que il y avait des problèmes de tontines où les responsables des tontines partaient avec l'argent. En gros. Est-ce que vous avez le cas aussi en Côte d'Ivoire ou au Oui, Burkina? oui, bien sûr. Oui, oui. La tontine, ça dépend de qui tient la tontine. Ça dépend de l'institution qui tient la tontine. Donc, effectivement, dans la tontine, il y a le recrutement de ceux qu'on engage dans la tontine. Donc, c'est un exercice qui est vraiment important. Et voilà, il y a des personnes qui ont, moi je peux dire ça, qui ont une notoriété par rapport à la gestion de leur tontine. Voilà. C'est pas encadré, c'est quelque chose d'informel. Bah ouais, non, je sais, ouais. Et voilà, donc là, ça dépend de comment est-ce qu'on s'engage. Souvent, il y a d'autres formes de tontine où il y a des engagements qu'on prend
voilà, il y a plusieurs formes où ça quand même, on a essayé d'encadrer quand même. Ok. Voilà. Alice Sarré, Je vous pense vouliez rajouter quelque chose? à peu près la difficulté, c'était au début. Hein. Au début des tontines, vraiment, c'était pas facile. Toutes ces difficultés-là, mais je pense que les tontines en Afrique, ils ont traversé un certain nombre d'années et ils ont appris aussi avec le temps. Maintenant, on a moins en moins de personnes qui se plaignent des tontines. Je pense que D'accord, ça va. ok. Bon, bah, C'est c'est une bonne comme, nouvelle. c'est comme les microfinances en Afrique subsaharienne, par exemple, ou bien des gens qui se promenaient, par exemple, pour recueillir les épargnes des commerçantes sur le marché. On avait cette problématique-là où ces personnes après disparaissaient avec cet Absolument, argent. je l'ai vu, moi, quand j'étais allée au Sénégal, effectivement, il y avait quelqu'un qui passait Voilà, donc à midi sur le marché, et bon. Ouais. Au niveau de la banque, par exemple, on a des collaborateurs ou bien des collègues, par exemple, qui instituent des tontines. De sorte à ce que chaque mois, dès qu'on te paye, par exemple, voilà, vous participez à la tontine et une personne prend. Ça te permet, par exemple, de faire des achats d'équipements ou voilà, comme tu veux utiliser l'argent ou pas. Donc, ça dépend de celui qui institue la tontine et du recrutement qu'on fait des acteurs. On peut ajouter d'autres formes d'engagement écrits, voilà, qui peut permettre de sécuriser un peu plus cette forme Ouais. d'épargne. Non, parce que la sécurité est importante. Donc, en fait, cet exercice, il montre une fois que vous avez calculé le reste à vivre, ce qui est quand même très important parce que les engagements ils ont la priorité. Donc, avec ce reste à vivre, c'est pas seulement le reste à vivre pour dépenser, mais c'est aussi le reste à vivre pour plus tard. Donc, des dépenses qui vont être différées, donc l'épargne. Donc, combien je peux mettre pour des dépenses que je sais que je vais avoir, des dépenses de fête, des dépenses sociales, on en a tout le temps. Une chose que je n'ai pas mise là, mais je ne sais pas si c'est important pour vous aussi. Je sais qu'au Cambodge en particulier, les gens sont très souvent invités à des mariages. Aux Philippines, j'avais une formation hier en ligne et ils me disaient, ben, en fait, c'est pas, les gens sont invités très souvent, et donc il faut qu'ils contribuent ou qu'ils réinvitent. Donc, il y a vraiment des dépenses sociales importantes en continu. Donc, c'est important de les intégrer également dans les dépenses. Et puis, donc, c'est là où vraiment la partie épargne est importante d'intégrer pour mettre les priorités. Donc, peut-être que la première fois, c'est pour ça que je fais le jeu généralement en 2 temps. Je mets déjà les dépenses, je donne les cartes où les participants mettent les billets du reste à vivre sur les différentes dépenses qu'on n'oublie pas, la nourriture, le transport, téléphone, etc. Et puis après, dans un deuxième temps, j'en ai, mais attendez, il y a d'autres dépenses aussi. Donc, vous rajoutez les cartes des dépenses d'urgence, des dépenses sociales, des fêtes, dépenses d'équipement, dépenses de scolarité, dépenses de la dot pour le mariage, l'équipement, etc. Pour qu'ils commencent effectivement à réfléchir. Mais il faut que je repriorise. Peut-être j'ai mis trop sur la nourriture. Il faut que je repriorise comment faire pour épargner aussi pour ces choses qui sont importantes. Et donc, toute la formule, en fait, vous allez avoir votre limite de dépenses, le reste à vivre, moins l'épargne. Et ce qui vous reste, c'est avec ça que vous allez manger, vous transporter, téléphoner, etc. Donc oui, j'ai mis d'autres images. Donc, la dernière partie de cette formation, ça, je ne suis pas sûre que je vous l'avais montré dans le jeu du budget, c'est en fait de discuter. Donc, une fois qu'on a fait ce qui ressemble quand même à un budget, prioriser comment on va utiliser l'argent de son salaire, regarder des conseils pratiques sur les dépenses, et je vous enverrai tout le matériel, bien sûr. Et donc, c'est un jeu avec des cartes. Vous donnez une carte à chaque. Alors, vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous le donnez une carte à chaque participant et vous leur dites si vous pensez que le conseil qui est sur votre carte est un bon conseil, vous vous mettez dans ce coin-là, par exemple à ma droite, et puis vous levez, vous mettez à ma droite. Si vous pensez que ce n'est pas un bon conseil, vous mettez à ma gauche. Puis après, les gens discutent, donc on partage en groupe tous ensemble quels sont les conseils qu'ils ont et pourquoi ils pensent que c'est un bon conseil ou pourquoi ils pensent que c'est un mauvais conseil.
où vous pouvez donner 5-6 conseils, donc un mélange de bons et de mauvais conseils à chaque petit groupe de participants. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont trouvé les bons et les mauvais conseils, chaque groupe va regarder ce que les autres conseils sur lesquels les autres groupes ont travaillé. Donc l'idée, c'est de donner des conseils très pratiques pour ce que les gens généralement savent qu'il faut épargner pour des dépenses et ils sont tout à fait d'accord sur ça. Mais c'est sur la partie mise en œuvre qu'on a du mal, parce qu'une fois qu'on est dans la vie de tous les jours, bah, il y a des occasions de dépenses, il y a des dépenses qu'on n'avait pas prévues. Donc, c'est bien de faire un budget. Généralement, les gens réussissent dans la salle de formation à faire un budget. Après, le problème, c'est la mise en place. Donc, l'idée, c'est que ces conseils-là, en fait, les aident à mettre en place. Donc, là, je vous ai mis un échantillon de 5 conseils. D'après vous, quels sont les bons conseils et quels sont les mauvais conseils? Bon, pour moi, le bon conseil ici, c'est dans mon portefeuille, je garde mes objectifs. Tout à fait. Mhm. Le reste que je vois là, c'est pas simple, hein. Je pense. Je mange sainement aussi, c'est un bon conseil. Oui, tout à fait. Ce qui peut, et je le mets parce que la nourriture est quand même généralement une grosse portion du reste à vivre. Manger sainement est généralement plus cher que de manger mal. Donc, c'est important d'avoir cette réflexion sur justement garder assez d'argent pour manger correctement. Ça, c'est important. Sachant que derrière, bah, quand on mange sainement, on va être en meilleure forme, donc on va être moins malade et qu'on paiera moins de dépenses médicales aussi, c'est l'idée, hein. Les autres conseils? Oui, Yann Théma? Oui, je pense qu'on peut ajouter, bon, dans une certaine mesure, j'achète à chaque fois qu'il y a une promotion. Généralement, lors de promotion, on diminue le prix des choses, des J'aime bien, marchandises. ouais. J'aime bien celui-là, ce Oui, qui permet toujours de discuter. Les autres, vous êtes d'accord sur j'achète à chaque fois qu'il y a une promotion? Est-ce que ça vous semble être une bonne idée, une mauvaise idée? Si cette promotion-là est dans la logique de ce que je vais faire comme dépense, oui. Absolument. Mais C'est si ça doit être, lorsqu'il y a des promotions, ça me donne un sentiment de dépensier. Et ça, je ne voilà. maîtriserai pas après mon budget. Voilà. Donc, l'idée, c'est. Et donc, à chaque fois, quand j'ai en formation, généralement, les gens réagissent comme vous. L'idée, c'est si je pensais acheter cette chose-là et qu'elle est en promotion, tant mieux, effectivement, c'est moins cher. Mais si c'est le fait que ce soit la promotion qui me pousse à dépenser, là, c'est un problème. Donc, et la manière dont je l'ai phrasé, c'est j'achète à chaque fois qu'il y a une promotion. C'est ambigu. L'idée, c'est que vraiment, je ne me précipite pas parce qu'il y a une promotion. C'est pas une bonne idée parce que je vais dépenser quelque chose que non, j'avais pas nécessairement mis dans mon budget, non, je pensais pas faire. Donc, les deux autres, je pense qu'ils sont assez clairs sur effectivement prendre tout son argent pour aller faire des courses, c'est pas une bonne idée. Donc, je prends que l'enveloppe que j'avais prévu de dépenser, point. Et puis, il faut malheureusement planifier parce que si toutes les dépenses étaient là, si on gagnait un revenu journalier, que toutes les dépenses étaient à la journée, effectivement, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de planifier. Mais il se trouve qu'il y a des très gros décalages dans le temps entre un revenu qu'on va avoir une fois par mois seulement et puis un certain nombre de dépenses qu'on a de façon quotidienne, certaines dépenses qu'on n'a qu'une fois par an, etc. Il y a une telle différence dans le temps, dans les timings entre les dépenses et les revenus qu'il faut absolument planifier parce que sinon, on n'y arrive pas, quoi. Donc, et donc là, il doit y avoir une douzaine de cartes, je crois, sur différentes dépenses qui sont tout à fait adaptables. Pour l'anecdote, en fait, dans mon portefeuille, je garde mes objectifs. C'est une participante qui m'avait donné ce conseil-là. Et c'est une chose aussi que vous pouvez mettre au fur et à mesure que les gens vous donnent vous partagent les conseils, les pratiques qu'ils ont au niveau de la gestion de leurs dépenses. Vous pouvez aussi modifier les cartes. Oui, Youssouf. Alors, donc, non, je vais dire, le premier salaire, on entend bien que c'est ceux qui auront un salaire mensuel, hein, c'est bien ça, hein.
Tout à fait. Donc là, c'est un peu la précision que je vous ai donnée au début. Ça va être un salaire mensuel. Donc la problématique des gens, des futurs fonctionnaires qui vont avoir un gros salaire de rattrapage qui va couvrir 6 mois, voire 2 ans, comme disait Alice Sarré, ça va être, je vais réfléchir à une formation qui soit différente parce que là, on est vraiment dans une problématique de personnes qui vont gagner un salaire au niveau régulier et au niveau mensuel. Alors Donc, que j'ai cru entendre tout à l'heure que ceux qui ont un revenu journalier, par exemple, voilà, donc c'est pour ça que je pose la question. Tout à fait. Alors, pour des gens qui ont des revenus journaliers, la formation sera différente. C'est vrai que c'est vraiment ce qui détermine la façon dont vous gérez l'argent, en fait. Ça va être avec quelle fréquence vous gagnez un revenu. Donc, quelqu'un, j'avais fait par exemple il y a quelques années une formation pour des gens qui gagnent un revenu annuel, généralement des agriculteurs qui vont vendre leur récolte une fois par an. Et là, pour le coup, ça va se rapprocher un peu de la manne dont vous parliez, Youssouf, où tout d'un coup, on a un gros revenu, mais on est censé vivre dessus pendant 1 an. Donc, la problématique, elle est complètement différente par rapport à quelqu'un qui va gagner un revenu journalier. Donc, là, cette formation, elle est vraiment pour des gens qui gagnent un revenu mensuel et plutôt un revenu mensuel fixe. C'est noté. Voilà. Et donc, la formation s'arrête là. Après, donc, vous concluez. Généralement, c'est bien d'avoir un petit plan d'action. Alors, il y a un jeu que je fais souvent pour conclure. Je prends un petit ballon et puis on se met tous en cercle et je lance le ballon à une personne et je lui demande qu'est-ce que vous pensez appliquer, qu'est-ce que vous avez appris, une chose importante que vous avez apprise aujourd'hui et une chose que vous pensez mettre en pratique. Et donc après que la première personne a répondu, elle lance le petit ballon à un autre participant qui va répondre à la même question, qu'est-ce qu'il a appris d'important et qu'est-ce qu'il veut mettre en place, etc. pour avoir un peu un feedback et puis conclure sur un plan d'action pour tout le monde. Oui, Youssouf? Alors, donc, je pense que par rapport à cette thématique-là, aujourd'hui, en termes de gestion du premier salaire, on entend bien premier salaire. Donc, il faut insister sur le fait que la gestion du premier salaire nous oriente vers notre avenir sur le plan financier. Voilà, donc c'est très important d'avoir les bonnes attitudes dès le premier salaire, voilà, pour que demain, voilà, on puisse s'en sortir. Sinon, on dit par exemple que le premier jour où vous commencez à travailler, dès ce jour-là, vous commencez à préparer votre retraite. Parce que 30 ans de carrière, ça vient assez vite. Donc, il faut insister sur, en tout cas en conclusion, sur la responsabilité pour le choix qu'on fait, pour son quotidien, mais également pour son futur. Et ce sont ces bonnes habitudes-là, dès le premier salaire, qui nous permettra vraiment de nous épanouir dans notre vie. Tout à fait, tout à fait. C'est effectivement une très bonne remarque. Il y a un autre jeu que je fais pour conclure, et ça peut être au lieu de prendre, donc on se met tous en cercle, pareil, au lieu de prendre une balle, en fait, un petit ballon, je prends une boule de laine. Une boîte de ficelle si vous voulez aussi. Et en fait, je la lance et chaque personne retient le fil. Donc en fait, au bout d'un moment, ça fait comme une toile d'araignée. Tout le monde est attaché. Ce que je fais, c'est que je tire sur la ficelle. Une fois que tout le monde a parlé, je tire sur la ficelle et je dis, est-ce que vous sentez la tension? Effectivement, les 3-4 personnes qui tiennent la ficelle juste à côté de moi vont sentir la tension du fil. Je dis, en fait, ce que vous faites aujourd'hui a un impact sur le futur. Donc, les dépenses que vous faites et la manière dont vous gérez votre argent maintenant a un impact sur le futur. Quelque part, la ficelle représente ce lien entre mes décisions de maintenant et mes décisions dans le futur. Et je dis également, donc, ça a un impact sur le futur, mais ça a un impact aussi sur les autres. Donc moi, la manière dont je dépense ou dont je gère mon argent va impacter les autres et on est tous, comme dans cette toile d'araignée, on est tous, on interagit tous. On est tous interdépendants en fait. Donc,
Ce que pour la prochaine formation, je vais revoir. Donc, je pensais faire la suite de la formation qui est plutôt sur les grosses dépenses, les grosses décisions. Donc, dépenses de logement. Parce que une partie qu'on n'a pas vue, c'est justement il faut peut-être minimiser les engagements pour pas prendre des engagements qui ne nous laissent un reste à vivre qui est ridicule, où on peut pas épargner, etc. Donc c'est important aussi de réfléchir avant de s'engager. Donc, la partie suivante, la deuxième partie de la formation, était plus sur comment décider, comment prendre des engagements qui sont raisonnables. Mais je vais également réfléchir à une trame de formation pour les futurs fonctionnaires, donc les personnes qui ne vont toucher qu'un revenu dans plusieurs mois et qui commencent leur vie active en fait avec un endettement. Oui, allez-y, Youssouf. Oui, Sophie, voilà, donc moi, ce qui m'intéressait en tant qu'animateur, en tant que formateur, c'est vraiment la méthode de A plus B égale à 3, où voilà, l'interaction avec les acteurs, voilà, les rubriques où il y a les jeux, voilà, parce que nous, peut-être qu'on a une notion un peu plus large, mais on est là beaucoup plus pour ceux qui sont, pour les apprenants. Donc, avoir ces petites cartes-là où on permet en tout cas aux apprenants de vider vraiment leur sac, voilà, de sorte à ce qu'ils repartent avec quelque chose à la fin, voilà, avec ces plages de temps là où vraiment on a une interaction, voilà. Donc ça m'intéresse bien par rapport aux outils. Donc là, les outils, vous voyez le budget, donc même si là j'ai beaucoup parlé parce qu'on n'est pas en présentiel, mais ces cartes-là, en fait, quand vous animez la formation, vous allez donner les cartes. C'est pas vous qui expliquez la limite de dépense ou le budget. C'est vraiment vous c'est vraiment les participants qui font le travail, et après vous concluez, vous réorientez. Mais globalement, à chaque fois, c'est les participants qui font le plus gros du travail. Donc, une fois que vous avez le matériel, c'est beaucoup plus relax aussi d'ailleurs pour le formateur, parce que c'est les participants qui font le travail et qui vont s'en souvenir beaucoup plus. Donc, je vais mettre sur la plateforme les différents matériels. Je vais faire comme ce que j'avais dû faire, je pense, auparavant, c'est vous donner le fichier Word, comme ça, s'il y a des choses que vous voulez modifier, n'hésitez pas. Et puis, j'avais dit que je testerais un peu la formule où il y a un petit quiz, voir si, pour être sûr que tout le monde a bien compris la formation d'aujourd'hui. Mais comme vous voyez, il y a rien qui est très compliqué. C'est plus de l'ordre du comportemental, comment orienter les gens à un comportement qui privilégie l'épargne et penser au futur, et non pas seulement dépenser le plus possible. Avez-vous d'autres questions avant qu'on se quitte pour ce soir? Non, à mon niveau, il n'y a pas de questions. C'est juste vous remercier aussi avec les différents participants pour en tout cas le partage d'expériences qu'on a eu. Vraiment, ça nous permet d'avoir plus d'arguments quand on va animer les formations. Voilà, la petite inquiétude, c'est que par exemple, chez nous, je pense que Christelle n'est pas sur la plateforme. Et c'est aussi, je ne sais pas si M. Silla est sur la plateforme. Non, je ne pense pas. Vous êtes, donc, il suffira en fait que vous me donniez votre email, et moi, je peux vous donner mon email, comme ça, vous pourrez me l'envoyer. Ok, ça marche. Comme ça, vous pourrez mettre, donc Silla et Christelle. Christelle, je pense que je peux écrire, ou bien je vous envoie le mail après. Oui. Donc, sinon, vous m'envoyez je viens de vous mettre mon email. Donc,
Scylla et Christelle, comme ça je vous créerai un lien vers la plateforme. En fait, c'est une plateforme en ligne où vous pouvez récupérer des documents, donc les documents de formation. Et je vais mettre aussi également l'enregistrement de la formation d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez le revoir, vous pourrez. Et puis, il y aura un petit quiz pour voir votre compréhension de la formation. Voilà. Ok, merci, c'est bon. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Sophie. Je vous dis donc semaine prochaine, même heure, c'est bon pour vous? Parfait. Impeccable. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, bonne soirée. Et puis, bonne semaine à venir. Merci, bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Sophie. Merci. Merci, bonne semaine à tous. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Scylla.